Et je vais essayer de répartir ce dernier séminaire en 3 phases. Je veux dire, je vais essayer parce que c'est pas évident pour moi de peu parler. La première phase, ce serait une sorte de synthèse de nos réflexions, des réflexions de l'ensemble de l'année, y compris le premier semestre. Et quand je dis une synthèse, je dis bien une synthèse, c'est-à-dire pas au sens où le conçoivent les élèves de l'École nationale d'administration, de Sciences Po ou d'autres, c'est-à-dire ce n'est pas un résumé, c'est vraiment une synthèse au sens de Hegel ou même de Kant, c'est-à-dire que c'est un troisième terme qui n'est pas donné dans les 2 premiers termes, mais qui effectivement en résulte, c'est ça une synthèse. C'est pour ça que Kant nous dit par exemple que l'on perçoit les choses par synthèse, puisque d'un côté il y a notre subjectivité, c'est nous, puis d'un autre côté il y a les objets, mais en fait ce qu'on perçoit c'est le rapport, le croisement entre cette subjectivité et ces objets, mais c'est ni les objets eux-mêmes, ni notre subjectivité. Et pourtant, notre subjectivité y fait quelque chose, parce que si nos yeux y voient de plus ou moins bien, ou si on est daltonien, on voit des choses différentes. Mais en même temps, si l'objet n'était pas là, mais on verrait toute autre chose. Donc qu'est-ce que c'est que nous voyons, ce que nous dit Kant? C'est C, c'est ni A ni B, c'est C. C'est ça une synthèse. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est une synthèse de ce qu'on a dit, c'est-à-dire peut-être d'ajouter des choses, mais en passant par ce que nous avons dit. Deuxième pan du triptyque, j'essaierai de lancer des perspectives. C'est des perspectives qui seront en particulier développées l'année prochaine, puisque le séminaire continue, toujours sur 8 séances. Je n'ai pas encore établi le premier semestre et le deuxième semestre. Je pense que je ferai des séances plus élargies, plus lointaines les unes des autres, en tout cas pour le premier semestre, puisque au premier semestre, j'avais fait tous les 15 jours, et c'était un peu trop, me semble-t-il. Donc là, je ferai probablement quelque chose du genre tous les mois, premier semestre, et tous les mois, deuxième semestre. Voilà. Peut-être même 3 séances au premier semestre et 4 ou 5 séances au deuxième, puisqu'on a une longueur c'est plus étendu au deuxième semestre. Donc, deuxième volet, lancer des perspectives, et ce qui aboutira naturellement au 3e volet, que j'aimerais être assez long, suffisamment long, qui serait de faire un débat entre nous pour une fois, puisque chaque fois, toutes les fois où je vous laissais subodorer un débat, en réalité on n'en avait pas, puisque je parlais un peu trop longtemps, me semble-t-il. Donc là, ça serait bien qu'il y ait un vrai débat, c'est pour ça que je crois l'avoir plus ou moins annoncé dans les 2 mails que je vous ai envoyés. Donc, la première partie, en fait, on pourrait même dire que ces 2 premières parties, elles sont là pour induire le désir du débat, plus sur ce dernier séminaire, parce que c'est vraiment un séminaire de clôture pour moi. Donc, je dirais que par rapport au titre humain, transhumain, post-humain, surhumain, inhumain, les questions posées par le transhumanisme, l'idée centrale du transhumanisme, c'est-à-dire d'un dépassement d'une certaine façon d'être humain, mais en réalité pas d'être humain, n'équivaut pas à ce qu'on appelle le post-humain. Vous voyez, dans le titre, il y a post-humain. C'est-à-dire que certains, on l'a vu, certains transhumanistes sont post-humains, ils sont pour le dépassement de l'humain, et d'autres sont au contraire pour la préservation de l'humain. Parce que pour eux, la seule façon de préserver l'humain, ça serait d'entretenir un rapport particulier avec des technologies qui de toute façon évoluent de façon exponentielle, c'est-à-dire beaucoup plus vite que notre corps biologique. Donc pour eux, ce n'est pas l'élimination de l'humain, mais au contraire, c'est peut-être le seul moyen de préserver l'humain. Donc ce n'est pas forcément du post-humain. Et effectivement, la notion de surhumain aussi correspondrait plus, puisque un des objectifs du transhumanisme, c'est la transition vers un type d'humanité qui soit de l'humanité, mais qui soit une humanité surhumaine, c'est-à-dire qui ne soit pas non-humaine, qui ne soit pas qui ne nie pas l'humanité, mais qui soit surhumaine au sens de plus qu'humaine, dans un certain sens. Et donc, en définitive, ça nous ramène à la définition, à un travail de définition sur ce qu'est l'homme. Parce que réfléchir au transhumanisme, réfléchir à l'inhumanité qui pourrait résulter de notre rapport aux technologies, suppose de définir de façon la plus claire possible ce qu'est l'homme, dans son rapport en particulier à la technique. Et effectivement, je crois qu'une
une des caractéristiques, j'ose pas dire la caractéristique essentielle, mais il me semble que c'est quasiment la caractéristique essentielle. Après ce voyage que nous avons effectué pendant ces 7 premières séances, une des caractéristiques essentielles de l'humain, c'est son rapport singulier à la technique, mais qui n'a pas été inauguré, inventé par le mouvement transhumaniste et même par ce qu'on appelle la convergence, on en reparlera peut-être, la convergence NBIC ou la convergence Meng. C'est-à-dire qu'il y a dès l'origine, l'homme entretient dès l'origine des relations particulières avec la technique qui débordent, on a essayé de le dire à plusieurs reprises, qui débordent le rapport aux applications, qui débordent même le rapport à l'efficacité. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'on se demande même si c'est l'efficacité qui est visée en priorité par la technique. Chez les humains, est-ce qui fait la différence avec les humains? Alors que vous allez me répondre, oui, mais les techniques humaines sont plus efficaces. Ben oui, elles sont plus efficaces en raison de ce rapport, hein, mais ce n'est pas parce qu'elles sont plus efficaces qu'elles entretiennent ce rapport. C'est-à-dire que, oui, effectivement, et c'est ce qu'avait remarqué déjà, on en avait parlé, le roi Gourand, l'anthropologue français célèbre, il y a la caractéristique pour lui essentielle des humains, c'est qu'il y a une évolution de la technique, c'est-à-dire des capacités techniques qui progressivement prend le pas sur l'évolution des capacités biologiques déterminées par notre patrimoine génétique, qui évolue aussi, mais qui évolue plus lentement. Et c'est ce qui ferait pour lui, c'est ce qu'on pourrait appeler, que moi j'appelle la définition quantitative de l'humain. Pourquoi quantitative? Parce que le roi Gourand, il le fait par rapport, il l'analyse par rapport à la pierre taillée, c'est-à-dire la quantité de pierre taillée au cours des âges qui évolue, c'est-à-dire qu'on arrive à tailler de plus en plus finement, de plus en plus précisément, une quantité de pierre de plus en plus faible. C'est-à-dire c'est la quantité taillée sur le volume de la pierre, qui évolue de façon mais quasiment exponentielle. Et à la fin, ça devient la quasi-sculpture, la construction d'un outillage extrêmement sophistiqué, alors que pendant ce temps, nos capacités, notre habileté organique a elle aussi évolué, mais de façon très très faible. Et donc c'est comme s'il y avait chez l'humain un décrochage du point de vue quantitatif. Mais l'hypothèse que je défends dans ce séminaire, je pense que vous l'avez compris, c'est que ce décrochage est le résultat de la relation particulière que les humains entretiennent à la technique. C'est-à-dire, en gros, que la technique est tout le temps technologique. C'est-à-dire que la technique est tout le temps un discours sur la technique, c'est-à-dire un rêve de la technique, une mythologie de la technique, une mise en scène de la technique avec ses décors. Avec un rapport d'ailleurs à l'objet, que ce soit l'objet technique, mais à tous les objets, qui est un rapport quasi magique, un rapport dédoublé, une sorte de dédoublement de l'objet. C'est pour ça que je ne crois pas qu'on puisse dire que l'on peut dissocier la technique, comme on le fait aujourd'hui à Habermas et Skilly, du discours sur la technique. C'est-à-dire une des caractéristiques de l'humain, c'est de produire sans cesse, de se raconter à travers la technique. Et c'est parce qu'il se raconte à travers la technique, qu'il note en quelque sorte sa technique, qu'il fait un récit de sa technique, qu'il anticipe sur ce que pourrait devenir sa technique et qu'il produit par cette anticipation narrative, qu'il produit des effets qui vont être des effets d'efficacité technique, d'une plus grande efficacité. Pour cette raison-là, vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas l'efficacité qui fait qu'après on réfléchit sur la technique en disant « Ah, c'est merveilleux, c'est beaucoup plus efficace, c'est merveilleux, c'est beaucoup plus efficace, et donc on va réfléchir à cette efficacité. » Non, cette efficacité résulte elle-même d'un discours particulier sur la technique, qui résulte lui-même de ce qui fait la spécificité humaine, c'est-à-dire le fait de se raconter sans cesse. L'homme rêve sa technique. Et on pourrait presque dire, dans ce sens-là, même on peut le dire, pas presque, on peut le dire, que il n'y a pas une différence fondamentale entre l'ordre de ce qu'on appelle le religieux, ou la magie, ou même tout ce qui est relatif à la superstition et la technique.
Puisqu'en définitive, quand on parle de magie, de quoi parle-t-on? On parle de formules, de gestes, d'incantations, de formulations, de mouvements et même de recettes qui sont censées aboutir à quoi? Sont censées aboutir à la puissance, qui sont censées aboutir à un certain type d'action. Et qui sont censées même nous dire quelque chose par rapport à cette action, en essayant d'établir une relation, certes uniquement symbolique, mais une relation à cette action pour la rendre cohérente. C'est parce que j'ai prononcé cette phrase qu'il va se passer ça. C'est parce que c'est ce désir d'agir et de raconter son agir au moment où l'on agit, donc de se dédoubler. Donc la magie est intrinsèquement liée à la technique. La magie est une technique. La religion, en définitive aussi, est une technologie. C'est une technologie spirituelle. Ce qui détermine aussi cela, c'est le rapport étrange, différent, que les humains entretiennent à l'objet, c'est-à-dire aux objets, c'est-à-dire à leur environnement en général. C'est-à-dire que leur environnement n'est pas un environnement neutre, l'environnement lui-même est sans cesse considéré, conçu et vécu comme le décor dans lequel ils racontent leur vie. Le décor qu'ils font eux-mêmes évoluer, parce qu'une narration, par définition, c'est fait aussi pour évoluer. Donc, quelles sont les différences entre ces registres? La technique, qu'est-ce que c'est? La technique, c'est l'extension de la vie, l'extension des possibilités d'action, l'extension du point de vue temporel aussi, la technique médicale, la facilitation. Et au niveau du religieux, si on fait la comparaison, qu'est-ce que c'est que le rapport à l'au-delà? C'est aussi le rapport à une extension, c'est-à-dire que c'est le rêve, la passion de l'extension. Et puis c'est aussi l'expansion, on en a parlé, c'est-à-dire l'expansion des plans d'existence. C'est ce qu'on a aussi effectivement avec la technique. La technique sert à étendre nos plans d'existence à des niveaux que nous ne connaîtrions pas si nous n'avions pas ce prolongement de la technique. Mais qu'est-ce que c'est que la religion aussi? C'est l'expansion des plans d'existence à des domaines qu'on va appeler des domaines spirituels. Mais c'est aussi extension et expansion. Donc la technique est toujours technologique, et c'est ça qui la rend plus efficace, parce qu'elle est d'emblée technologique. On a l'habitude de distinguer dans le discours, sur ce discours qui est commun, le discours de la sécularisation, qui voudrait distinguer absolument notre époque, l'époque dite moderne, des autres époques dites époques traditionnelles. Et pour construire ce discours, on essaye de distinguer de façon un peu abrupte. D'un côté, il y aurait un monde qui serait un monde de technique, de science et de rationalité, et d'un autre côté, ça serait notre monde moderne, et d'un autre côté, un monde qui serait plus fait de magie, de religion, de croyance, de superstition. Alors que, je l'ai dit, la technique est faite de religion, elle ne peut pas aller sans la religion, puisque la technique spécule, et c'est pour ça qu'elle devient plus efficace. La technique est spéculation, et que la religion est faite de technique. C'est-à-dire que la religion, sans ritualisation, la religion sans technique même de marche, sans technique de prière, sans technique d'assise, sans technique de mise en situation, ne serait pas non plus, sans décorum, ne serait pas non plus la religion. Dans tous les cas, la religion consiste à, on pourrait dire, raconter un chemin. C'est étonnant parce qu'on dit effectivement, quand on parle de science, que l'essentiel dans la science, c'est la méthode. Or, en grec, méthode, ça veut dire chemin. C'est-à-dire l'essentiel, c'est le chemin. C'est de dire par là où on est passé pour pouvoir espérer passer, continuer en quelque sorte le chemin. Alors, pourquoi cela? On avait évoqué dans nos analyses, dans nos investigations, cette tension, cette nécessité permanente qu'ont les hommes pris individuellement mais aussi collectivement de se raconter. Il n'y a pas une très grande différence finalement, en tout cas une différence de nature, entre le pilier de bar qui passe son temps à raconter ce qu'il fait, c'est-à-dire à induire des actions, à induire une action, des actions qu'il aurait effectuées, même s'il ne les a pas effectuées, il finit par le croire. On est tous plus ou moins mythomanes parce qu'on a besoin de raconter, et de toute façon, ce que l'on raconte n'est jamais ce que l'on a fait, n'est jamais ce que l'on a été. Mais par contre, ça le devient
ça devient performatif, ça devient effectif, parce que ça nous permet d'espérer raconter quelque chose dans une continuité, donc de devenir. Ça nous permet de devenir, c'est notre rapport au devenir. Donc du pilier de Barre jusqu'à la société dans son ensemble, dans ses aspects les plus reconnus comme les plus sérieux, avec des musées qui racontent ce qu'a été l'humain, jusqu'à la paléoanthropologie, qui raconte le début de l'humain, ce qu'on appelle le processus d'hominisation. Quand a-t-il commencé pour pouvoir raconter une histoire? Mais ce n'est pas arbitraire de vouloir raconter l'histoire de ce commencement de notre identité, de l'identité de l'humain, de l'identité de l'animal, de l'identité du vivant, de l'identité de tout. Ce n'est pas aléatoire, c'est pour pouvoir raconter a priori, anticiper sur ce qui va se passer ensuite. C'est parce que nous sommes tendus à nouveau vers le devenir, c'est-à-dire qu'en gros, notre regard vers le passé nous sert à construire l'avenir. Le musée nous sert à nous donner le désir de donner du sens au futur. C'est pour ça d'ailleurs que dès l'art pariétal, on raconte nos exploits. Les humains racontent leurs exploits, ils sculptent pour raconter ce qu'ils sont, pour raconter leurs exploits. Ils se donnent des noms. Le seul fait de se donner un nom, c'est étonnant, le fait de se donner des noms. Cette espèce de désir de sortir de l'anonymat, de sortir de l'indistinction, justement pour pouvoir se distinguer. Pourquoi voulons-nous nous distinguer? Comme si ces noms eux-mêmes étaient porteurs d'une sorte de principe vital, d'une âme, de quelque chose de particulier qui dépasse notre simple composition organique. Je m'appelle Raphaël, ça veut dire quelque chose, Raphaël, historiquement, comme si tous les Raphaëls du monde, dans l'espace et dans le temps, quelque part vivaient en moi. Il y avait quelque chose de ces Raphaël qui vivait en moi, et donc je peux raconter quelque chose de moi. C'est ce que fait d'ailleurs l'astrologie, c'est ce que font toutes ces sciences dites sciences occultes, qui vous expliquent ce que vous êtes à partir d'une science qui serait la science des commencements, du commencement individuel, c'est ça l'astrologie, quand êtes-vous né, et puis ensuite la science même des noms, ou lire quelque chose de vous, lire quelque chose qui vous distingue, qui est spécifique et qui en même temps comporte une charge essentielle, c'est-à-dire une charge non éphémère, une charge qui permet un dépassement et qui vous permet de jouer votre vie sur une scène qui n'est pas seulement la scène organique, qui n'est pas seulement la somme de vos organes. De la même manière, on trouve cela aussi d'ailleurs dans la sexualité qui devient narration, lorsque la sexualité devient érotisme, effectivement elle devient narration, et la charge érotique, c'est la charge qui sert aussi à raconter quelque chose, qui sert à raconter finalement l'amour, mais qui peut servir aussi à raconter la haine, qui peut se manifester de façon masochiste ou sadique. Mais de la même manière, le masochisme ou le sadisme, on pourrait dire que c'est l'envers de l'amour et que c'est presque une oscillation de l'amour, si on a un regard neutre sur la chose. C'est-à-dire qu'on raconte dans le sadisme, qu'est-ce qui produit la jouissance dans le sadisme? Qu'est-ce qui produit la jouissance dans le masochisme? Est-ce que c'est l'acte lui-même, physique, en tant que tel? Est-ce que c'est le rapport organique? Non, c'est l'interprétation de notre rapport organique. C'est-à-dire, c'est la narration. D'ailleurs, c'est pour ça que même la pornographie, elle ne fonctionne que par narration, c'est-à-dire par suite d'images. Parfois, effectivement, d'images un peu primaires avec des scénarios basiques, mais tout le temps avec cette nécessité du scénario, cette nécessité de raconter quelque chose. Donc on voit bien le lien entre technique, science, religion, magie, et je rajoute, pour ça que j'ai parlé d'érotisme, et je rajoute l'esthétique, le beau, la beauté. Si ce triptyque, à nouveau, technique, religion, ce continuum, technique, science, religion, magie, esthétique, beauté, eh bien, c'est ce que j'appellerais le continuum de la mise en scène de l'ineffable. C'est-à-dire la mise en scène de la puissance qui se rêve en acte. Vous savez, vous connaissez la distinction aristotélicienne entre ce qui est en puissance et ce qui est en acte. Et donc, c'est la mise en scène de la puissance qui se rêve, qui se veut en acte, qui se veut puissance d'action, c'est contradictoire, qui veut agir. Et donc là, pour le coup, rien de nouveau avec le transhumanisme. Puisque le transhumanisme, c'est juste l'enregistrement du fait que, tiens, c'est peut-être possible en acte. Donc pourquoi ne pas agir? Alors que c'est possible en acte, ce qui était rêvé par la magie, par la religion, c'est-à-dire par toutes ces procédures, par toutes ces ritualisations,
qui existait en puissance. Mais peut-être que les transhumanistes aussi se trompent. Peut-être que ce n'est pas si possible que ça en acte. Ça serait ça, pour moi, la vraie question. La vraie question, c'est pas est-ce que c'est désirable ou est-ce que c'est pas désirable. La vraie question, est-ce que réellement, c'est possible en acte aujourd'hui, ou alors est-ce qu'on reconstitue une autre narration? Est-ce qu'on est encore en puissance sans le réaliser? Donc, ces trois dimensions, technique, religion, esthétique, la science, la magie, le beau, servent à construire, à écrire le roman de sa propre vie, comme des annales qui seraient infinies. Ce qui nous conduit à une autre tripartition, que j'avais évoquée à plusieurs reprises, puisque j'y tiens, c'est cette tripartition du désir, parce que vous voyez bien que là, tout est lié au désir, c'est-à-dire au fantasme, aux suites d'images, on en a parlé avec la sexualité. Donc, au fait de raconter sa vie, de raconter sa puissance. D'ailleurs, la technique, c'est une question de puissance, et le sexe, c'est aussi une question de puissance, comme le dit si bien le mot « être impuissant ». Donc c'est une question de désir, et c'est ce qui nous avait conduit à cette analyse, peut-être que dans les questions, vous la critiquerez, cette analyse qui m'est chère de la tripartition du désir de survivre, du désir de vivre, ce que j'appelle le désir de survivre, le désir de vivre, et le désir d'être. Le désir de survivre qui est cette espèce de rapport direct aux objets, sans narration, pourrait-on dire, si ça pouvait exister. C'est-à-dire un rapport direct aux objets qui est dans la survie directe. Comme ça, tout de suite. Se nourrir. Avoir une relation sexuelle pour se reproduire. Et qui est présent, indéniablement présent. La seule chose, c'est que chez les humains, on a le sentiment qu'ils seraient prêts à en perdre le boire et le manger, au profit de la narration elle-même, contre la survie. Contre la survie. C'est ça qui est quand même fascinant, je trouve. Et puis le désir de vivre, c'est-à-dire de survivre mieux, ce que j'appelle aussi, vous vous en souvenez, le luxe objectif, parce que c'est un surplus, c'est du luxe. Néanmoins, ça améliore objectivement notre condition de vie. J'évoquais souvent la distance entre nous et la nourriture. Si on la parcourt en vélo, évidemment, on gagne du temps, donc on économise de l'énergie, donc c'est objectif. Et puis enfin, le désir d'être, et je vous avais dit que ce désir d'être, lui, c'est vraiment l'être narratif. C'est-à-dire c'est l'être narratif, puisqu'une histoire, ça ne peut pas se raconter tout seul, donc c'est l'être de la mise en scène. Donc c'est l'être du fantasme, de la projection des images qui se suivent à grande vitesse dans notre esprit, mais aussi, évidemment, à l'extérieur de nous. Et cette suite, puisque c'est une suite, par définition, je dirais, elle ne veut pas s'arrêter. Et chaque fois qu'elle pense son commencement, elle pense le préalable de son commencement. Elle pense le commencement de son commencement. Et dès qu'elle pense le commencement de son commencement, elle pense le commencement de son commencement de son commencement. C'est-à-dire qu'elle pense la continuité. Elle se pense elle-même, à l'extérieur d'elle-même, en train de jouer un rôle, le rôle de sa vie face aux autres. Et chaque fois qu'elle pense l'après, évidemment, elle pense l'après-après. Toujours l'après-après. L'après-après-après. Et elle vit dans cette tension, donc cet être, il vit dans cette tension permanente entre, on pourrait dire, encore et toujours. L'encore qui est la trace du début, et le toujours qui est l'espérance de la fin, à laquelle succédera encore une autre fin. C'est ça, la structure narrative, qui est en même temps la structure de notre exhibition. L'exhibition de nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle la technique ne fait que ça. La technique ne produit que de la narration. Elle produit sans cesse de la narration. Regardez-le même aujourd'hui avec le nucléaire. Regardez-le avec l'espace. Regardez-le avec les rêves de colonisation dans l'espace. C'est parce que nous espérons, nous aspirons, nous racontons sans cesse la colonisation dans l'espace que nous nous finissons par développer des capacités d'investigation, une complexification même mentale, une gestion même de notre intelligence collective pour y arriver, pour être plus efficace, pour mettre en pratique cette narration. Parce que même le pilier de bar, lorsqu'il se raconte, il dit peut-être des choses qui sont en partie fausses,
mais il veut que ce soit vrai. Il entretient un rapport intime avec la vérité. Il a envie de se projeter dans l'écran de sa vie, sur la scène de sa vie, il veut que ce soit vrai. Et donc il se donne quelque part les moyens. Lorsqu'il n'arrive plus à se donner les moyens, il est plongé dans une sorte de neurasthénie qui est presque la dissolution de son être. Ce qu'on pourrait appeler son hologramme ontologique, c'est-à-dire qu'il n'a plus le désir de continuer à être. C'est pour ça que la technique est en soi à la fois cosmogonique, histoire des commencements de commencements, et eschatologique, histoire des fins, mais des fins, ce qu'on appelle les fins dernières, qui justement, lorsqu'on dit que ce sont les fins dernières, en l'occurrence, le pléonasme vaut pour ce ne sont pas vraiment des fins dernières, parce que derrière une fin dernière, il y a toujours une autre fin dernière. Puisque l'eschaton, d'ailleurs, ça veut aussi dire révélation, dévoilement. Donc l'eschatologie, c'est à la fois la destruction, mais la fin qui n'existe que pour un commencement, parce que sinon ça ne vaudrait pas le coup de finir si ce n'était pas pour recommencer. Donc cette mise en scène de l'être, c'est une façon d'exister au-delà du corps physique, comme un corps qui serait au-delà du corps sans forcément nier le corps. On peut employer ce terme qui est utilisé par Nietzsche de transvaluation. C'est comme s'il y avait une sorte de transvaluation du corps. Faire du corps d'ailleurs un objet subjectivé déjà depuis l'origine, c'est-à-dire un objet qui a un sens. C'est pour ça que le corps est marqué, qu'on marque le corps, puisqu'on lui fait signifier quelque chose aujourd'hui. On lui fait signifier quelque chose dans le culte de la santé, le culte du corps, par des gens qui font de la musculation, qui font des jogging, parce qu'ils veulent ressembler, ils veulent avoir une image particulière d'eux-mêmes. On pourrait penser que c'est nouveau. C'est nouveau dans la mise en acte, mais ce n'est pas nouveau dans ce qui était en puissance. Puisqu'à la base, on habillait le corps, on décorait le corps, on pensait le corps, on racontait le corps au-delà du corps. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Paradoxalement, même dans le rapport à l'extrapolation, grossissement, massification du corps, pour ceux qui font du culturisme, c'est quand même un corps qui se veut un corps au-delà du corps, parfois à la limite de la difformité normale. Donc qui se veut corps anormal, qui sort de la norme, qui sort de la simple chair. Donc, l'homme semble se dédoubler entre son corps, au sens le plus physiologique du terme, c'est pas moi, au sens le plus physiologique du terme, et son être, c'est-à-dire ce qu'il raconte de lui, ce qu'il met en scène, son âme, ce qu'on va appeler son âme parfois, comme si il faisait de lui-même, et je l'emploie pour ça avec le terme d'âme, je trouve que ça va bien, un dessin animé, un dessin qu'il anime lui-même, comme un cartoon. Et j'emploie le mot cartoon aussi à dessin, c'est-à-dire quand je dis dessin animé, parce que il y a quelque chose de caricatural dans le dessin animé, c'est-à-dire des traits qu'on veut faire ressortir de soi, des choses qu'on veut être plus évidentes. Et donc ces choses, on les met plus en évidence. Qu'est-ce que c'est que le maquillage? Qu'est-ce que c'est qu'une manière de s'habiller? C'est aussi mettre plus en évidence. Donc c'est vraiment faire de sa vie un dessin animé. Essayer de faire de sa vie un dessin animé. Se rougir plus les lèvres, se grossir plus les muscles, apparaître plus, apparaître mieux, plus coloré, plus haut en couleur. On se projette en habit ou on se projette nu. Mais même lorsqu'on se projette nu, on n'est pas nu, puisque la nudité elle-même est une façon de projeter quelque chose, de raconter quelque chose, justement parce que c'est la nudité. Et donc on pourrait dire que la nudité est toujours habillée, dans ce sens-là. De la même manière, je crois qu'on en est, je ne sais pas si on avait développé cette idée-là, mais le matérialisme radical, vous comprenez bien par rapport à ce que je viens juste de dire, que le matérialisme radical est tout simplement impossible. Pourtant, certains individus disent qu'ils sont matérialistes. Donc on est obligé de s'interroger sur ce qu'ils veulent dire lorsqu'ils disent « nous sommes matérialistes ». Moi je suis matérialiste. Je suis entièrement matérialiste. Alors pour moi, il y a deux possibilités.
dans le matérialisme, vraiment le matérialisme qui serait radical. C'est soit, c'est en quelque sorte, on pourrait dire, un matérialisme qui se nie lui-même, dans la narration même qu'il fait de lui-même, à partir du moment où il commence à se narrer en tant que matérialiste, c'est-à-dire qu'il commence lui-même à construire une eschatologie, on pense à différentes versions du marxisme, qui ne peuvent plus vivre, ne peuvent pas exister sans la narration, donc sans le sens des commencements, et puis des fins et des fins. Je pense aussi à un matérialisme qui peut-être même est encore plus radical, parce qu'il est épistémologique. Il est dans la connaissance elle-même, alors que Marx était intéressé à l'épistémologie, mais il était plus sur l'économie politique, l'économie et la politique. Je pense à Auguste Comte. Auguste Comte a quand même fini par écrire le catéchisme positiviste. Alors que l'idée du matérialisme comtien, père du positivisme, qu'est-ce que c'est que le positivisme? Le positivisme, c'est la négation de ce que j'indiquais au début de ce dernier séminaire, lorsque je vous disais que Kant dit que nous percevons par synthèse, c'est-à-dire qu'il y a A, moi, B, le monde extérieur, et C, c'est autre chose. Là, Auguste Comte, il nous dit non, non, c'est ça le positivisme, c'est de dire que A a directement accès à B. Il n'y a pas de C, c'est-à-dire qu'il y a des faits. Du coup, il n'y a pas de construction. Il n'y a plus de place pour l'imaginaire. Il n'y a plus de place pour la structure même, la grille de lecture qui nous fait sélectionner la réalité, qui fait que nous racontons tout le temps la réalité, que nos sens eux-mêmes, étant eux-mêmes construits par l'histoire, c'est-à-dire eux-mêmes construits par notre histoire biologique, par notre évolution, en fait, nos sens, on pourrait dire, nous racontent des histoires. Ça ne veut pas dire qu'ils nous mentent. Ça veut dire que d'emblée, le seul fait de percevoir les choses de façon plus ou moins colorée, c'est l'histoire de ce qui est raconté dans la structure même de notre iris. Eh bien ça, il le nie, Auguste Comte. Parce qu'il se veut un matérialiste radical. Il le nie, mais en le niant, il finit par dire le contraire. Il finit vraiment par nier sa négation de l'esprit et de l'imaginaire, parce que lui-même reconstitue un catéchisme positiviste, qui finalement devient du fétichisme de la chose, d'une chose impossible, qui ne tient pas compte de la distance qu'il y a entre nous et la chose. Puisqu'il croit, lui, que quand il grossit la lentille du microscope, quand il approche sa vision de la chose, il perçoit plus la chose, alors que les phénoménologues nous ont montré depuis longtemps que l'on perçoit seulement une autre perspective. Et que chaque fois on change de perspective. Et que quand on en voit une autre perspective, on perd la première. C'est-à-dire qu'on fait seulement varier les perspectives. On fait varier les perspectives en même temps qu'on fait varier son intentionnalité. C'est-à-dire que lorsque je regarde une table en tant que table, comme ça, de l'extérieur, la perspective que j'ai sur la table, c'est cet objet utile, qui peut même éventuellement être joli, un élément de décoration, c'est une table. Mais si j'approche mon microscope, est-ce que je vois plus ou mieux la table? Non, je vois progressivement autre chose, quelque chose qui n'est pas du tout utile, qui est peut-être même beaucoup moins beau. Je vois la structure moléculaire et puis la structure atomique de la table. Ça peut me servir pour faire un certain nombre de choses, mais sans doute pas pour poser des objets sur cette table. Donc ça veut dire que par une perspective, j'en perds une autre. Et que toutes ces perspectives, qui sont en concurrence, sont toutes aussi légitimes les unes que les autres. Il n'y en a pas une qui serait supérieure à l'autre. Alors que le positivisme, c'est l'idée, ah mais si. C'est la négation de l'idée même de perspective, le positivisme. Il n'y a pas de perspective, il n'y a que les choses. Ce qui finit par devenir religieux, c'est l'histoire qu'on se raconte des choses que l'on peut connaître absolument. Et lorsqu'on les connaîtra entièrement, plus rien ne sera à découvrir, le monde sera complètement à nous. C'est le rêve ultime de puissance. C'est la narration ultime qui nie ses propres prémices sans s'en rendre compte. Donc première hypothèse sur un matérialisme radical, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Deuxième hypothèse, c'est qu'il est radical, mais pas si radical que ça, mais du seul fait qu'il se veut entièrement matérialiste, il rend impossible la vie individuelle, la vie mentale, individuellement, c'est-à-dire qu'il rend impossible le fait de se raconter, et il rend impossible la vie collective. Parce que si ce matérialisme est poussé jusqu'au bout, c'est la deuxième hypothèse, on ne peut plus se la jouer. Et bon, les humains passent leur temps à se la jouer. Donc, si on ne peut plus se la jouer, qu'est-ce que ça fait? Ça détruit ce que j'appelle l'hologramme. Bon, j'emploie cette expression d'hologramme à dessein, vous vous souvenez, j'en avais parlé, c'est qu'un hologramme, c'est lorsque la projection
n'a pas un support fixe. La projection est la rencontre de l'ensemble, la projection générale est la rencontre de l'ensemble des projections. C'est-à-dire qu'on a des filets de lumière qui sont projetés et qui, se croisant, finissent par déterminer une forme générale, une figure générale qui est nous. Et ces filets de lumière, quels sont-ils? Ces filets de lumière, c'est l'ensemble des regards à travers lesquels je raconte mon histoire. Et lorsque ces regards s'éteignent, lorsqu'un regard s'éteint, une partie de ma corporéité, de mon être, s'éteint aussi. Si l'ensemble de ces regards s'éteignait, eh bien ça signifierait que ma forme même se dissoudrait. Ça c'est très bien raconté. Je l'avais aussi lancé par ce magnifique roman de Michel Tournier, Vendredi ou les Nymphes du Pacifique, où on voit d'un côté la vie matérielle, mais qui est indissociable de la vie intérieure. Et la vie intérieure, on la voit parce qu'il écrit un logbook, il écrit le récit de ce qu'il est en train de vivre en même temps qu'on a une sorte de description objective de la situation. Et on voit bien que progressivement, il y a comme une sorte d'effondrement de l'être, parce qu'il y a une dissolution de la narration, parce que les filets, les regards qui lui permettaient d'exister et qui faisaient que cet hologramme pouvait raconter sa vie, eh bien, ces regards se dissolvent, et là, ils se dissolvent en raison de la temporalité. Parce que si on a disparu de la vue des autres, c'est ça le mythe de Robinson Crusoe, c'est disparaître de la vue des autres, quel que soit le rapport à l'île, c'est ça. L'insularité, c'est la séparation du regard des autres, quel que soit ce qui est entre les deux, de la mer, ou de l'eau, ou de l'espace, ou tout ce que vous voulez. Et donc, cette insularité psychique et sociale finit par se traduire par l'oubli de soi. C'est-à-dire que la dissolution du regard des autres, au cours des années, fait ça nourrit l'oubli de soi, l'oubli de sa propre existence, l'oubli même de ce qu'on appelle la conscience. C'est étonnant d'ailleurs quand on parle de conscience, on veut dire que c'est une science ou une connaissance, donc c'est un certain rapport à autrui. C'est pour ça que je parle d'hologramme. Et c'est pour ça que je dis que l'être est un être d'exhibition de façon très peu péjorative. On peut le devenir dans certains cas, mais très peu péjorative. Vous vous souvenez, je vous avais donné cette phrase sur Michel Tournier qui dit là maintenant ça fait des années. Jusque-là je pouvais imaginer qu'il y avait encore un regard qui se projetait vers moi. Quelqu'un qui pouvait, même un regard qui pouvait s'embuer de larmes. Parce qu'un regard qui pouvait espérer mon retour. Le regard de mon épouse, le regard de mes enfants. Mais là, il est évident qu'ils ont tous fait leur deuil. Il est évident qu'ils ne se souviennent peut-être même pas de ma forme. Peut-être qu'il y a quelques photos. Mais donc ils sont tous persuadés que je suis mort, c'est-à-dire, au sens propre, que j'ai disparu. J'ai disparu de la scène. Donc je ne peux plus jouer quoi que ce soit. Et donc, la distance temporelle étant ce qu'elle est, j'ai fini par disparaître. Et il y a cette phrase étonnante. L'idée que je vis encore est peut-être devenue, c'est peut-être un préjugé. Puisque tout le monde est persuadé que je n'existe plus. Si ça se trouve, je me suis imaginé exister dès le début. Parce que la seule façon qu'on a de savoir notre existence, c'est le regard et les mouvements d'autrui, ce qui se rapporte à autrui. Que ce soit dans toutes les formes de langage, du langage professoral, que j'ai un petit peu ici face à vous, même si c'est un peu spécial quand même, un séminaire au Collège international de philosophie, ou du langage interactif, ou du langage qui consiste à s'habiller d'une certaine manière, et pas seulement du langage au sens linguistique, qui consiste à s'habiller d'une certaine manière, et qui renvoie, qui cherche les regards, qui cherche des comportements, qui cherche des analogies, qui cherche des ressemblances, dans la rencontre même, avec d'autres habillements, par exemple, d'autres personnes habillées, du langage sexuel. Quand on fait l'amour, c'est un rapport à la réponse aussi, qui permet de raconter quelque chose dans l'action sexuelle elle-même aussi. C'est la raison pour laquelle je ne vois pas comment on peut concevoir un matérialisme absolu, même pas, je ne parle pas d'absolu, mais radical, à la racine. Comme a voulu essayer de le concevoir quelqu'un comme Jürgen Habermas, dans la première partie de sa brillante carrière de philosophe.
parce qu'il est revenu un peu sur cette question, je l'avais aussi évoqué, avec tout un attirail d'intention, de sincérité, d'horizon, de mutualité, d'intersubjectivité, d'espace public rationnel, dont je ne développerai pas les détails, mais en gros, ce qu'il nous explique, c'est que on peut vivre en société en étant purement matérialiste, mais en même temps en désirant le bien d'autrui. Moi, je pose la question, qu'est-ce que veut dire autrui si je considère qu'autrui n'est que la somme de ses organes et qu'il me renvoie à la somme de mes organes? C'est-à-dire que je suis un tissu conjonctif ou je suis comme une balle en caoutchouc et lorsque je lui parle, je n'ai aucune raison de communiquer, c'est-à-dire de transférer des informations, mais par contre seulement de provoquer une réaction. Et c'est tout ce qu'est le marketing politique, ce que critique pourtant Habermas dans nos sociétés, provoquer une réaction, non pas transférer une information, mais provoquer une réaction effective qui serait un vote, par exemple. Je vais vous favoriser. Il me semble que le matérialisme qui se veut en même temps humaniste, c'est-à-dire qui en même temps veut postuler une spécificité qui serait humaine. Et quand on dit humaine, on veut dire qui se distinguerait. Donc qui se distinguerait de la simple corporéité, se représentant les animaux comme étant eux-mêmes livrés à leur corporéité, même si rien n'est moins sûr. Mais se représentant au moins cette distinction au sens où, même dans la société des humains, ceux qui pensent être de meilleure extraction cherchent à se distinguer, mais en transformant l'accent aigu en accent très légèrement grave, parce que c'est être distingué plus que distingué, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que même chez les humains, certains humains considèrent les autres comme des quasi-animaux, et qu'ils cherchent eux-mêmes à se distinguer, donc tout le monde cherche à se distinguer, au niveau le plus individuel, au niveau social. Donc, quels sont ces jeux de distinction? Et quel est ce jeu de distinction ultime que voudrait nous faire avaler Jürgen Habermas de l'homme? C'est-à-dire cette universalité, cette spécificité de l'humain, si il n'y a rien d'autre. Comment raconter quelque chose? Et moi, je prétends que ce type de matérialisme radical aboutit à ce que j'appelle le schizo-humanisme. C'est-à-dire à une vision déconnectée, dissonante du réel, qui tend d'un côté à dire « Ah, il n'y a que la matière », parce qu'on est rationnel, on est des gens sérieux, presque dans un quasi-positivisme contient, tout en disant le contraire, parce que ça ne fait pas très sérieux aujourd'hui de dire qu'on est contient. Et d'un autre côté, dire oui, mais ce qui compte c'est l'homme, et développer des notions de compassion, de dignité, enfin, tout ce que vous voulez, mais sans les connecter. Parce qu'on ne voit pas d'où viendrait cette dignité, on ne voit pas d'où viendrait cette essence, on ne voit pas d'où elle viendrait, s'il n'y a pas autre chose. Qu'est-ce qu'on peut raconter? Puisque de toute façon, on voit bien qu'il s'agit de raconter. D'ailleurs, Habermas s'en est rendu compte dans ses derniers bouquins sur la nature humaine, je ne sais plus comment ça s'appelle, sur la nature humaine, quelque chose comme ça. Il dit que oui, il faudrait peut-être revenir à d'autres choses, qu'il est allé un peu loin, que ça ne marche pas très bien, qu'on ne va pas y arriver, en gros. Parce que ça produit quoi, le schizo-humanisme? Le schizo-humanisme, ça produit d'un côté, du point de vue métaphysique, une sorte de nausée, pour parler comme ça, donc de neurasthénie, incapacité à produire de la narration, de la mise en scène positive de soi, et d'un autre côté, ce que j'appelle l'éthique du violeur de l'ombre, c'est-à-dire celui qui est parfaitement prêt, devant les lumières des projecteurs, à déployer, développer, vendre des grands principes de compassion universelle, d'amour extrêmement étendu, mais qui, à côté de ça, est un stratège ou même un tacticien les plus mesquins qui soit. Jadis, quand j'étais pas très sympa, j'utilisais le nom d'un journaliste célèbre à la télévision et je disais c'est le paradigme X en prenant le nom du journaliste. C'est-à-dire le journaliste qui, chaque fois qu'il apparaissait au journal de 20h, dit des choses avec les yeux en croissant de lune, disant des choses mais vraiment avec toute une compassion, etc. Alors qu'il était connu derrière la caméra pour écraser tout le monde justement pour pouvoir avoir son buste juste l'espace de l'écran. Quelque part, on est tous plongés dans une forme de schizo-humanisme qui aboutit à une éthique de la violence de l'ombre. Mais on se retient parce que quand même, il reste de la place pour la narration. Mais une société où il n'y aurait plus de place pour la narration, c'est-à-dire pour ce dédoublement,
on se demande ce qui resterait d'humain. Donc on pourrait dire que les aspirations transhumanistes, contrairement à ce que prétendent beaucoup d'intellectuels qui se veulent rationnels, ne sortent pas non seulement de l'histoire de l'humanité, de la narration basique de l'humanité, mais sont très humaines, et si on pouvait les critiquer, on pourrait dire que parfois elles sont peut-être trop humaines. Parce qu'en réalité, elles répondent parfaitement aux désirs humains. Rien n'a vraiment changé de ce point de vue-là, sauf le pouvoir d'action. On pourrait dire aussi, si on considère que c'est un crime de transformer l'humain, de chercher à l'immortaliser, par exemple, d'extrapoler sur sa puissance, par les différents types d'hybridation dont on a parlé, en particulier l'hybridation augmentative, qui peut se manifester par la prothétique, le développement de la prothétique branchée sur le système nerveux, etc., toutes ces choses-là. C'est monstrueux. Mais alors, si on dit que c'est monstrueux, si on pense que c'est criminel, puisque quand j'emploie le mot criminel, je veux dire dans une loi, la loi bioéthique, on parle de crime contre l'espèce humaine qui serait un crime encore plus imprescriptible que le crime contre l'humanité. Parce que c'est le crime contre l'espèce. Donc si c'est criminel, il faut admettre que le crime avait déjà été pensé dès l'origine. Que le criminel était déjà là dès l'origine, dès le Paléolithique. Dès le Paléolithique, l'homme visait cela. Dès le Paléolithique, dès l'Antiquité grecque, lorsqu'il parlait des héros, lorsqu'il parlait des dieux, il a toujours rêvé ça. Il a toujours été tendu par cela. Donc on pourrait presque dire que la nouveauté dans le crime, c'est le passage à l'acte. Ça serait ça la nouveauté. Et nous l'avons vu dans ce séminaire lorsque nous avons parlé au premier semestre du corps. On avait vu que le corps, il avait déjà été trafiqué par l'homme. Mais je veux dire, l'ascétisme, qu'est-ce que c'est l'ascétisme religieux? Le rapport particulier au corps. D'essayer de mettre son corps au pas, de le dépasser, de dépasser la chair corruptible à travers un certain rapport à la chair. Aujourd'hui, oui, les transhumanistes, ou ceux qui ont cette optique-là, ils veulent le dépasser par le médicament, par exemple, par la médication, par la chimie. Ça a commencé par le curatif, puis ensuite même, parfois c'est superposé dans le temps, le préventif, anticipé, puis c'est devenu l'augmentatif. Alors oui, il semble qu'il y ait une différence de nature, mais en réalité, c'est seulement une différence dans l'implémentation, dans le passage à l'acte. Puisque déjà dans la magie, est-ce que ce n'était pas une recherche de l'augmentatif, la magie? Est-ce que ce n'est pas une recherche d'augmentation de soi? C'est le cas. On peut me raconter ce qu'on veut. On voit bien que dans l'inconscient collectif, notre seul rapport à la magie, c'est un rapport à l'incantation augmentative. C'est juste le passage à l'acte. Le crime était déjà pensé. Et lorsque nous avons parlé de la conscience et de l'intelligence, de cette valorisation de la conscience et de l'intelligence, on avait fait un séminaire seulement là-dessus, sur l'intelligence artificielle. Et on avait vu que ça avait abouti à un fétichisme du réseau, à un culte de l'intellectualité, un culte du cérébral. Avec un paradoxe très pascalien, en l'occurrence, qui veut faire l'ange fait la bête. Puisque qui survalorise la conscience finit par la réduire à la corporéité, puisque finalement la réduire à du réseau, à du cérébral, à de la combinaison, à de la mémoire. Et effectivement, on avait aussi vu que le discours transhumaniste, porté par la réalité de la convergence NBICR, se traduisait par deux processus. Le processus de subjectivation des objets, c'est-à-dire des objets dans lesquels on essaye de voir
d'imprimer notre subjectivité jusqu'au smartphone, téléphone intelligent, ou même qui ont une forme qui nous sied, avec laquelle on pourrait interagir presque comme au spectacle, avec laquelle on pourrait interagir, mais au sens jouer notre vie. Et ça aboutit on pourrait dire au modèle de l'Android. Et en sens inverse, comme si nous prenions ça en quelque sorte à revers, en pleine figure, c'est l'objectivation des sujets. C'est-à-dire qu'on veut préserver notre subjectivité, on veut essayer de mettre de la subjectivité dans tout, mais en même temps, ce faisant, on finit par objectiver notre propre subjectivité, c'est-à-dire à la quantifier. Ça, c'est plutôt, effectivement, le modèle du cyborg. Le cyborg face à l'android. L'android, l'objet subjectivisé. Le cyborg, le sujet objectivisé, robotisé. Alors, lorsque je vous disais qu'il y a changement, s'il y a un changement, s'il y a une évolution, c'est dans le passage à l'acte. Oui, effectivement, quelque chose a changé, et quelque chose a changé sur le fond. Et je crois que ça, je l'avais développé dans mon premier séminaire, dans l'introduction, peut-être le premier ou le deuxième. C'est cette idée des trois grandes phases, des relations entre la technique et la science. Là, on sort du continuum avec magie, religion et esthétique, le beau. Ce rapport à comment dire, ce que j'appelais la mise en scène de l'ineffable. On sort de là pour se contenter du rapport entre technique et science et de voir que là, on a vraiment eu quand même trois grandes phases. Une première phase où tout simplement, je disais, la technique et la science sont séparées. C'est-à-dire que oui, il y a un décollage de la science dans l'Antiquité grecque. Il y a une recherche scientifique, une science fondamentale, mais en même temps, elle est déconnectée de la technique. La technique continue à fonctionner dans une sorte à raconter l'origine, pas raconter le futur, raconter l'origine, à être tendue par l'origine. C'est la notion de recette qui, au contraire, doit être préservée, de code qui doit rester le même, qu'on trouve encore dans cette idée du Da Vinci Code, par exemple. Comme si, à l'origine, c'était déjà entièrement su, donc il n'y a aucune raison pour que la science, dans son évolution, nous dise quelque chose, puisque c'était su à l'origine, mais ça s'est perdu au contraire. C'est l'idée de la science perdue. Si on est dans la logique de la science perdue, forcément, on a des connexions de la science au sens de ce qui peut être connu jour après jour et dans le futur, qui était déjà ce que faisait la science grecque, et la technique, puisque c'est déjà entièrement su, et si ça ne marche pas complètement, si ça ne marche pas si bien, c'est parce qu'on a perdu quelque chose. On a perdu quelque chose de la recette, de l'origine. C'est ça, la première phase, qui est une phase rapide, déjà, mais qui est quand même beaucoup plus lente de ce qui va advenir ensuite. Ce qui va advenir ensuite, c'est effectivement ce qu'on appelle la technoscience. La technoscience, c'est quoi? C'est le rêve de Descartes, devenir maître et possesseur de la nature par la science. Ce qui n'était pas pensé au XVIIe siècle. Et ce qui, à l'époque de Descartes, n'était pas encore possible. Je vous renvoie, je vous avais dit, aux travaux de Jean-Marc Lévy-Leblond, qui montrent très bien que ce n'était pas possible. Ça a commencé avec la chimie de Priestley et de Lavoisier. Une découverte, au sens scientifique du terme, qui s'applique, qui s'injecte, qui nourrit directement une technique. Et qui abolit le rapport que l'on avait à la technique doit être conforme à l'origine. Ça ne veut pas dire que c'est encore parti, ça, cette idée. Parce que sinon, on ne ferait pas des publicités pour la confiture, bon, à l'époque, la confiture bonne maman, en disant c'est bon parce que ça a toujours été comme ça. On dirait, ah, c'est bon parce qu'on a amélioré la recette. Ah non. Donc on voit bien qu'on est toujours... c'est pas parce qu'il y a un nouvel imaginaire qui devient dominant que le précédent imaginaire est perdu. Il reste là et le nouvel imaginaire se superpose. Il domine, il se superpose. Il est en quelque sorte, je veux dire, en surplomb. Donc il domine, comme on domine une vallée. Donc c'est la première phase. La deuxième phase, technoscience, donc la science qui nourrit la technique, cartésienne, baconienne, aussi hegelienne, je dirais. Pourquoi je dis hegelienne? Parce que c'est l'outil. Hegel a des pages extraordinaires sur l'outil. Il montre comment est-ce que l'outil est
le moyen terme, c'est-à-dire l'outil est fondamentalement dialectique, est indispensable à la dialectique, parce que c'est lui qui est l'intermédiaire de l'idée. C'est-à-dire l'intermédiaire plutôt même, on pourrait dire, entre l'esprit et l'idée qui donne sa forme à la matière. Et donc l'outil est là pour ça, pour permettre ça. C'est ça aussi la technoscience. Et je vous disais, on est en train de vivre une troisième phase. Une troisième phase, c'est dans cette troisième phase que le passage à l'acte du criminel que serait l'homme, selon certains, puisqu'en fait il aurait déjà imaginé ça dès l'origine, est rendu possible par ce que j'appelle, ce que j'ai appelé dès le premier séminaire, que j'ai essayé ensuite de développer, la technoscience déreconstructive, qui n'est plus cartésienne, qui n'est plus baconienne, qui n'est même plus hegelienne. Alors vous pourrez vous dire, mais pourquoi elle ne serait plus baconienne et cartésienne? Elle n'est plus baconienne et cartésienne parce qu'elle ne consiste plus à optimiser, pour parler comme on parle aujourd'hui en vocabulaire managérial, à optimiser les fruits de la terre par la technique. Elle ne consiste plus, cette science, dans l'optimisation, à faire donner, comme on fait donner en agriculture, à rationaliser notre rapport à l'environnement. Mais elle consiste à déconstruire, à se déconstruire nous-mêmes dans la structure même de ce que nous sommes, et à déconstruire aussi l'environnement. Je vous disais, la physique nucléaire, comme son nom l'indique, nucléaire, c'est le noyau. Donc c'est la déconstruction de la structure et la reconstruction d'une autre structure, mais si on déconstruit, on reconstruit le substrat environnemental, c'est-à-dire l'écosystème, qui n'est pas seulement l'écosystème global, c'est-à-dire du globe, mais aussi l'écosystème universel, puisque par contamination, si on déconstruit notre environnement proche, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des processus par contamination de déconstruction, de transformation structurelle de l'ensemble, même au-delà du globe. Et si on se modifie nous-mêmes structurellement, je vous ai dit par la prothétique hybridative, par la génétique et pas seulement, par l'informatique, on l'avait vu avec le rapport aux avatars, à la démultiplication de nos modes de vie, de nos images, eh bien, on modifie aussi la nature même de la relation que nous avons, nous-mêmes, en tant que nous-mêmes, avec l'environnement qui est autour de nous, c'est-à-dire avec le décor qui est autour de nous. Ça veut dire que nous transformons même, sur le fond, cette relation. Ce qui conduit à dire que nous vivrions une phase de l'évolution au sens organique du terme, au sens de l'évolution organique, une phase différente de la précédente. La première phase de l'évolution, là aussi, je l'avais assez largement développée, la première phase de l'évolution, c'est les obstacles évolutifs, on a un certain nombre d'obstacles, et qui produisent chez les êtres vivants une transformation organique adaptative. La deuxième phase, c'est lorsque, et on l'a vu avec en particulier le roi Gourand, parce que finalement le roi Gourand, ça revient à ça, c'est qu'à un moment donné, l'humain serait la seule espèce qui anticiperait sur son adaptation organique en s'adaptant par des externalités, c'est-à-dire par la technique. Et dans une certaine mesure, du coup, il stabiliserait son évolution organique au profit de la transformation progressive de son environnement, et de son environnement immédiat, par exemple des habits, de son environnement immédiat, par exemple la climatisation, le chauffage, etc., etc. Ça serait la deuxième phase. Mais la troisième phase, ça serait à nouveau, une nouvelle vague de transformation organique, mais qui irait en même temps avec une transformation de l'environnement, et qui serait même produite par ces externalités que nous utilisions jadis pour anticiper sur notre transformation organique, mais au lieu d'anticiper sur les obstacles, en mettant entre nous et l'environnement la technique,
nous utiliserions la technique pour nous transformer nous-mêmes, y compris du point de vue organique. Ce qui fait qu'il y aurait une nouvelle phase de transformation de l'organisme, mais qui cette fois viendrait de notre propre fait et pas des obstacles évolutifs, qui serait une anticipation même au-delà des obstacles évolutifs. Ça voudrait dire que l'univers lui-même, en tout cas dans cette nouvelle aspiration, cette nouvelle tension, ce nouveau paradigme, deviendrait un univers pour l'homme. Un univers déconstruit et reconstruit pour l'homme. On pourra peut-être le développer un peu plus tard, finir ce... Mais en sortant du rapport à Descartes et à Bacon, pourquoi je dis aussi que c'est post-hegelien? Je dis que c'est post-hegelien, vous savez, tout à l'heure, on a parlé d'outils intelligents, de smartphones et de choses comme ça. Pour Hegel, l'outil, c'est l'intermédiaire de la décision humaine, l'intermédiaire dialectique de la décision humaine. À partir du moment où on est capable de produire des outils décisionnels, ça veut dire que ce sont des outils qui ne sont plus des intermédiaires dialectiques entre l'homme et la matière. Ça veut dire que l'outil est un outil décisionnel, c'est-à-dire que le robot, qu'il soit à forme humanoïde ou non humanoïde, le robot est sans préjugés et sans porter même de jugement de valeur sur est-ce qu'il pense, est-ce qu'il ne pense pas, est-ce qu'il a une conscience, s'il n'a pas de conscience. On a vu tous les paradoxes qu'il y avait à réfléchir de cette manière-là. Mais en attendant, on est face à des outils, des objets qui interagissent avec nous et qui nous aident à décider, enfin du coaching robotisé, si vous voulez, qui sont des sparring partners de l'intelligence, du management, dans tous les domaines de notre vie, et qui, même parfois, non seulement nous aident à décider, sont des coachs, mais qui peuvent décider à notre place. Et peut-être mieux que nous. Sans doute que si on avait eu un pilotage automatique sophistiqué, dans l'Airbus A320 de la filiale de la Lufthansa, eh bien l'avion ne se serait pas crashé. C'est même fort probable. Donc ça veut dire que si on a des outils qui deviennent des outils décisionnels, ce n'est plus un outil au sens de Hegel. Alors ça se manifeste comment? Ça se manifeste effectivement, cette transformation de notre rapport au réel qui est nourri par une nouvelle capacité d'action, c'est-à-dire une capacité de transformation structurelle et plus seulement de faire donner plus au monde, d'optimiser plus, par ce qu'on appelle la convergence NBIC. On a vu à plusieurs reprises. Ça, la convergence NBIC, nano, bio, I comme intelligence ou informatique, C comme cognitive science, sur l'homme lui-même, mais la convergence Bang, je vous disais, il faut essayer de passer de l'acronyme à l'acrostiche, parce que la convergence Bang, c'est bits, morceaux d'information, A comme atome, structure de la matière, N comme neurons, le mental, la structure du mental, les unités de base du mental, et G comme genes, les unités de base, comme si tout pouvait être transformé, si les unités elles-mêmes pouvaient être transformées. Et plus seulement agencées. La technoscience classique cartésienne, c'est une technoscience de l'agencement. La technoscience des reconstructives, c'est une technoscience qui brise même les agencements existants, qui va plus loin, qui s'attaque à la structure même des unités, qui sont ensuite à l'origine de ces agencements. Alors, vous vous souvenez aussi que nous avions parlé des blessures narcissiques qui devaient être surmontées, parce que qu'est-ce que c'est qu'une blessure narcissique? Je vais vous donner une nouvelle définition forte de ce que nous venons de dire. Vous savez, les fameuses 3 grandes blessures narcissiques qu'évoque Freud. La blessure cosmologique, qui est d'un côté un rapport à notre nouvelle puissance, la puissance de savoir le cosmos, et en même temps
qui a sa contrepartie dans l'impuissance de comprendre que nous ne sommes plus au centre de ce cosmos. C'est-à-dire qu'à une puissance engendre une impuissance, donc une frustration, une blessure narcissique de l'humain. Sentiment de puissance, sentiment d'impuissance plus grand encore. La blessure biologique, la blessure de l'évolution, le seul animal qui réalise l'évolution, qui sait l'évolution, mais qui en même temps comprend qu'il fait partie de l'évolution, donc il n'est qu'un animal, qu'il fait partie de ce règne dont il cherche à se distinguer. Puissance, impuissance, immédiatement. Et puis la blessure psychanalytique, c'est un animal qui sait qu'il ne contrôle pas complètement sa volonté, que sa pensée n'est que la partie émergée de quelque chose qui le domine, l'inconscient. Et donc puissance, il le sait, mais impuissance. Parce qu'en même temps, il sait qu'il ne peut pas en sortir, que ça fait partie aussi. Eh bien aujourd'hui, il y aurait une autre blessure narcissique qui se traduit par la puissance d'être capable de se transformer sur le fond, peut-être pour produire des effets, par exemple des effets de survie, d'allongement de l'existence, qui n'auraient même pas été pensables il y a encore 50 ans, encore moins il y a un siècle, des effets non seulement d'extension, mais d'expansion, des capacités d'exister, même en termes de jouissance, et de se raconter sur différents plans de vie, qui n'auraient même pas pu être pensés non plus, il y a de cela un siècle, mais qui a pour contrepartie ce que Peter Sloterdijk appelle l'humiliation par les machines. Réaliser que nous sommes des machines, ou du moins croire que nous sommes des machines. Maintenant, il faut encore s'entendre, on l'a vu quand on avait réfléchi à ça, sur ce qu'est la machine. Et ce qui n'est pas si simple. Pour parler comme Leibniz, l'humain est une machine, mais puisque c'est une machine infiniment machinée, dont on ne connaît jamais le dernier ressort, cette infinité de la machination, c'est une machination qui peut être finalement considérée comme spirituelle. Puisque c'est infiniment machiné. C'est jamais fini. Alors qu'une machine, au sens actuel du terme, c'est une machine qui est programmée parce que ses rouages sont eux-mêmes finis. Mais une machine qui serait capable de s'auto-programmer, par exemple, ce qu'on appelle un ordinateur quantique, qui serait pourvu d'une telle marge d'incertitude, et en même temps d'une puissance de calcul infiniment supérieure, justement, à ce qui peut être fait aujourd'hui dans les calculs binaires, eh bien cette machine, on peut se demander si ça serait encore une machine. Puisque si on est à un tel niveau, si on fait un tel usage de l'incertitude, on peut se demander si cette machine, effectivement, c'est pas une conscience, c'est pas de l'esprit, et si, en réalité, en croyant toucher au cœur du cœur de ce qu'est la matière, croyant ne toucher que de la matière, on ne finissait pas par toucher autre chose. Justement. Ça, c'est la première blessure narcissique actuelle. Et puis la deuxième blessure narcissique, et que nous avons évoquée à plusieurs reprises, c'est la blessure narcissique de la réalisation que nous sommes une espèce, mais puisque nous sommes une espèce, nous sommes dans un environnement qui lui-même est un environnement périssable. Et cet environnement étant périssable, nous sommes nous-mêmes périssables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement à se soucier de la fin de l'individualité, comme le faisait Hannah Arendt, qui disait mais le geste politique c'est le geste qui finalement peut nous lancer dans l'éternité. Mais pour ça il faut le support de l'espèce, il faut qu'il y ait encore des gens qui puissent raconter ce qu'on a été, il faut qu'il y ait encore des gens pour pouvoir lire ce qui sera à raconter sur Périclès, qu'on peut raconter sur Périclès, ou sur Alexandre le Grand. Mais si l'espèce disparaît parce que le substrat disparaît, ce que n'avait pensé ni Kant ni Schopenhauer au tréfonds de son pessimisme, puisqu'il pensait, je vous disais, que c'était l'espèce en quelque sorte qui se nourrissait des vies individuelles, même dans l'optique de Dawkins, dont on a parlé, où lui il renverse le système, où il dit finalement ce sont nos gènes qui nous manipulent pour survivre en nous faisant croire qu'on est très intelligent. Alors qu'en réalité, ils nous utilisent, nous sommes les hôtes de ces gènes qui nous utilisent pour survivre, pour passer.
pour se perpétuer. Et nous, on fait nos malins, on pense qu'on est super classe, etc. Et je vous disais qu'à cet égard, le transhumanisme, en tout cas dans son projet, est une véritable révolution. Là, pour le coup. Puisque ça serait une révolution, au sens, ça commence par être une révolte d'une configuration particulière, d'une forme particulière qui serait la forme humaine, d'une révolte contre sa propre constitution, contre ses propres gènes, c'est-à-dire apprivoiser nos gènes et se servir d'eux pour continuer à être, au lieu de les laisser se servir de nous pour continuer à être. Si on suit Dawkins, évidemment. Et donc cette blessure, on la retrouve en particulier dans l'ouvrage de Jacques Monod, Le hasard et la nécessité. La vie est advenue par hasard, et puisqu'elle est advenue par hasard, elle disparaîtra par hasard, et une fois qu'elle aura disparu, elle ne réapparaîtra plus jamais, et ce qui ne réapparaît plus jamais n'a aucune continuité, donc n'existe pas. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Donc la seule réalité, c'est la réalité de la nécessité interne de cette vie actuelle, telle qu'elle est encore en train de se rêver et de se croire existante. Et c'est de ce type de considération que sont nés ce que j'appelle l'éthique palliative. Vous vous souvenez aussi de ça. C'est-à-dire une éthique qui n'est plus fondée sur l'espoir du dépassement, mais qui est fondée sur le maintien, plus ou moins fragile, de la situation actuelle, comme dans les centres de soins palliatifs. C'est-à-dire que, de toute façon, on n'y arrivera pas. De toute façon, à terme, tout est foutu. C'est le néant absolu, le néant de l'espèce, donc pas seulement le néant individuel, même le néant d'Hannah Arendt, enfin même l'éternité d'Hannah Arendt ne peut plus exister dans ce néant-là. Et donc, je ne sais plus où je voulais en arriver, bon, j'ai perdu le fil. Quand on se raconte, on finit par... c'est le général Chalut qui a gagné. Ah oui, l'éthique palliative. Donc cette éthique palliative, elle ne fonctionne pas par rapport à un espoir qui serait de contrecarrer ce processus. Puisque de toute façon, l'idée que même si on dure des millions d'années, ces millions d'années ne seront que des millions d'années avec une fin, puisqu'on est une espèce elle-même induite par la fin du substrat lui-même, la Terre. Elle-même induite par la fin de la galaxie, la fin du système solaire, au sud de la galaxie, etc. Donc, en toute hypothèse, par des jeux de poupées russes de finalité, d'extinction, une sorte de poupées russes d'extinction, si vous voulez, de toute façon, il n'y a rien à envisager d'autre. Et c'est ça qui détermine l'éthique palliative, c'est-à-dire, c'est ça qui détermine une éthique où on refuse une certaine forme de progrès parce qu'elle défigurerait ce que l'homme est aujourd'hui. En disant, globalement, ok, si on trouvait de nouvelles formes de nutrition avec une économie digestive qui permettrait d'améliorer la durée de vie, on perdrait trop parce on gagnerait peut-être en temps ce qu'on perdrait dans l'interaction, ce qu'on perdrait dans le mode de vie, dans le fait de vivre ensemble. C'est ça la logique palliative. Et donc ça, il faut le gagner en qualité de la vie. La seule chose, c'est que c'est présumé, et c'est être bien prétentieux, sur la notion même de qualité de la vie. Lorsque cette éthique palliative finit par projeter, elle aussi sur l'avenir, mais projeter en négatif sur l'avenir, par exemple à travers ce que dit Hans Jonas lorsqu'il parle des générations futures, qu'est-ce qu'il en sait, lui, du plaisir qu'auraient ces générations? Pour lui, il faut absolument maintenir l'espèce telle qu'elle est du point de vue génétique, de tous les points de vue, parce que nous avons une responsabilité par rapport à donc des individus qui ne sont pas encore advenus. Mais qui dit que ces individus n'auraient pas souhaité être autres? Qui dit que ces individus n'auraient pas souhaité ces évolutions génétiques, ces évolutions biotechnologiques? Pourquoi est-ce qu'ils préféreraient rester comme nous? Est-ce que c'est pas là, pour le coup, un petit peu narcissique de penser que le meilleur, le plus, l'absolu, l'idéal,
c'est l'homme tel qu'il existe aujourd'hui dans sa ressemblance à lui-même dans l'espace sur l'ensemble de l'espace planétaire. Qui le dit, à part cet homme-là, justement, qui a tellement peur de changer et qui, pour ça, a besoin de se rétracter. On pourrait dire que c'est une forme de, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, l'équivalent du nationalisme. On se rétracte sur son identité, mais là, c'est sur son identité corporelle, une sorte de morphologisme humain, en disant de culte de la morphologie, de culte du génome, qui renfermerait l'essence de l'humain. Alors évidemment, devant une telle blessure narcissique, là pour le coup, encore plus radicale que les précédentes blessures narcissiques, comment peut-on continuer à se raconter? Comment peut-on continuer la mise en scène? Parce que c'est ça une blessure narcissique. Une blessure narcissique, c'est une rupture de narration, une rupture de mise en scène. Il faut réécrire quelque chose. Bien, on peut dire que c'est ce que font les transhumanistes. Les transhumanistes, ils s'échinent à réécrire quelque chose, mais à partir de ce constat, sans sombrer dans l'éthique palliative, en disant « mais non, c'est quand même possible ». C'est-à-dire que, bien oui, c'est vrai, peut-être que l'univers n'était pas destiné à produire le vivant, mais il se trouve qu'il l'a produit. Peut-être que le vivant n'était pas destiné à produire l'humain, mais il se trouve qu'il l'a produit. Peut-être que l'humain, en tant qu'espèce, était juste destiné à disparaître comme les autres espèces, mais peut-être que non. Peut-être que l'humain, même si ce n'était pas l'objectif, même si ce n'était pas l'objectif de cet univers aveugle, même si cet univers est aveugle, peut-être que l'humain peut donner des yeux à cet univers. C'est-à-dire que la seule manière de donner des yeux à cet univers, ça serait de le maintenir. Mais pour le maintenir, ce n'est pas seulement en se maintenant lui-même, c'est pour ça que je disais que NBIC, ça ne suffit pas. Mais il faut maintenir le substrat, il faut transformer notre rapport au substrat lui-même. D'où le rapport aussi à la colonisation de l'espace et tout ce qui existe aujourd'hui dans l'idéologie transhumaniste. Et à ce moment-là, l'espèce humaine aurait une autre caractéristique. Ça serait la seule qui ne serait plus une espèce au sens où elle ne se terminerait plus, puisqu'elle serait perpétuellement transformée pour se maintenir, en transformant aussi l'environnement et en adaptant l'environnement à sa propre transformation et inversement. Qu'est-ce que ça ferait? C'était pas prévu, mais ça serait faire quelque chose qui était improbable, presque impossible, qui n'aurait pas dû arriver, mais qui arrive, et parce que c'était impossible au départ, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas? Est-ce que c'est parce qu'on aurait une sorte de respect pour cet univers aveugle, entièrement matériel, tel qu'il était configuré à l'origine, tel qu'il aurait dû rester? Alors les transhumanistes disent, très bien, nous ne sommes que des formes matérielles, admettons, mais puisque nous nous trouvons bien comme forme matérielle, et vous, partisans de l'éthique palliative, s'ils avaient le même vocabulaire que moi, c'est ce qu'ils diraient, vous êtes d'accord puisque vous voulez maintenir les formes telles qu'elles sont aujourd'hui. Nous, on est un peu moins fétichistes que vous sur la morphologie, parce qu'on pense que si on maintient la morphologie telle qu'elle, on va disparaître. Par contre, si on produit une transformation de notre organisme à la vitesse où se transforme aujourd'hui la technique, sachant qu'il y a un décrochage de la technique par rapport à l'évolution du substrat, on peut rattraper, y compris l'évolution du substrat, parce que le substrat il évolue sur des millions d'années, y compris le substrat matériel. L'âge géologique, c'est un âge extrêmement lent. L'âge de notre évolution organique est extrêmement lent, c'est-à-dire qu'on est dans une évolution asymptotique, alors que dans l'évolution technique, on a réussi par la technoscience, c'est-à-dire par le fait que la science nourrisse la technique, vers une évolution qui, elle, est exponentielle. Et donc les deux courbes, ce décrochage, c'est la chance pour les transhumanistes de la transformation, mais de la transformation ultime en une espèce qui n'est plus une espèce. Et on va dire, ah oui, mais alors c'est plus humain. Non, au contraire. Ça serait le moment où l'humain devient humain.
C'est-à-dire le moment où l'humain passe de la puissance à l'acte. Ce qui était en puissance dès l'origine, déjà dans les grottes de l'art pariétal. Ce qui était en puissance, d'un seul coup, devient possible en acte grâce à cette courbe exponentielle, grâce à ce décrochage. Ce décrochage qui peut rattraper, en tout cas c'est ça du moins la logique, et c'est logique. Savoir si c'est possible, voire plausible, c'est une autre histoire. Par contre, c'est tout à fait cohérent. On a deux vitesses, une vitesse beaucoup plus rapide et qui vraiment décroche. Pas de raison que ça ne soit pas possible. Alors à travers ça, évidemment, c'est pour ça que je vous dis que ce qu'on appelle la singularité, je vous avais donné toutes les versions et toutes les définitions possibles de la singularité, c'est plus la préservation de l'humain, c'est-à-dire du rêve de ce qu'est l'humain, que la destitution ou la destruction ou la déconstruction de l'humain. C'est pas du post-humain, c'est comment maintenir l'humain sachant que de toute façon, nous sommes condamnés à la décomposition. C'est ça l'objectif, finalement. On ne peut pas le maintenir en la forme actuelle, au sens morphologique du terme. Donc, il faut multiplier les essais en termes de forme. En termes de forme au sens de la prothétique, en termes de forme au sens numérique du terme. À tous les niveaux. Et c'est ce qui aboutit, justement, lorsque on parle ensuite d'information numérique, c'est ce qui aboutit à ce que j'ai appelé l'ontologie informationnelle, qui est la caractéristique de Bell, c'est-à-dire une vision de l'univers, une vision de notre monde organique, mais de l'univers aussi dans son ensemble. Je n'ai pas regardé du tout ma montre. On va dire. Ça va. Voilà. Les deux autres phases sont un peu plus... Donc, une vision de l'univers dans son ensemble comme étant de l'information. Mais ce qui pose, on l'a vu aussi, un problème que je peux essayer de vous résumer là pour le coup. Non, de vous synthétiser vraiment. C'est qu'une information, qu'est-ce que c'est? Une information, parce que, bon, déjà, on voit que dans l'ontologie informationnelle, il y a une dimension religieuse. C'est quand même l'idée de se libérer du corps, ou du moins du corps tel qu'il est, du corps livré à sa corporéité passive, à sa durée de vie telle qu'elle est, à sa capacité de jouissance telle qu'elle est. Mais en même temps, se libérer par l'information, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est-à-dire qu'une information, c'est ce qui informe, c'est-à-dire ce qui donne une forme, c'est-à-dire c'est une trace, une information. C'est ce qui laisse une trace. Une poussière dans un rayon de lumière informe de sa structure le rayon de lumière et on verra la forme de la poussière sur l'écran. Donc, une information, c'est une trace, c'est ce qui donne une forme. Mais une trace de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une trace. Alors c'est une trace d'une trace, une trace de trace. Mais c'est une trace de trace de trace, mais une trace de trace de trace de quoi? À une trace qui reste toujours une trace. Difficile à envisager que tout n'est qu'information. Information qui nous informe sur quoi? Qui nous informe de quoi? Quel est le substrat? Quelle est la poussière qui est dans cette lumière, qui est projetée sur l'écran? Si la poussière elle-même est information, si la poussière elle-même est une projection. Donc on se trouve à nouveau face à une multitude de contradictions, ne serait-ce que sur la définition de l'information et de ce que c'est qu'une information, qui font partie d'ailleurs, je vous le livre, partie du programme de l'année prochaine. Essayez de comprendre du point de vue métaphysique et épistémologique ce que ça peut bien vouloir dire d'être un être numérique, d'être un être informationnel. Parce que finalement on l'a pas. On a évoqué, on a à peine chatouillé les contradictions, mais on n'est pas allé jusqu'au bout. Ces contradictions
entre l'universalité de ce qui fait, la spécificité de l'homme, c'est-à-dire ce qui fait la spécificité de l'homme, c'est le rêve de l'homme, c'est l'homme qui se rêve homme. Et les contradictions qui en retournent, on a vu que cette universalité et ces contradictions, elles se sont retrouvées dans la trilogie de mortalité, immortalité, immortalisation. Au départ, j'avais prévu que ce soit un seul séminaire, mais ça s'est révélé ne pas être suffisant. Puisqu'on avait vu que la mortalité, c'était l'envers de l'immortalité et non l'inverse. Parce que le décès ne nous regarde pas. La mortalité, autrement dit, c'est déjà un récit négatif de l'immortalité. C'est déjà tendu par l'immortalité, lorsqu'on parle de mortalité. On avait vu ça lorsqu'on avait parlé justement du désir de continuer à être, et j'avais parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'angle mort dans notre perspective existentielle. J'avais dit, la mort, la mortalité, c'est une spéculation, comme spéculum, le miroir, sur cette narration, sur la continuité narrative, sur la mise en scène, la continuité de la mise en scène, sur le scénario. Et l'immortalité, donc, est directement indexée sur ce rapport que nous avons à la mortalité, et elle se retrouve là, c'était la partie où on avait développé des mythes d'immortalité, on avait parlé plus de religion, c'était la partie qui était la plus théologico-religieuse, en quelque sorte. Et donc là, le troisième séminaire de ce triptyque, immortalisation, allait de soi. Qu'est-ce que c'était? C'était le passage à l'acte, qui était déjà induit dans mortalité en négatif, immortalité telle qu'elle est racontée. C'était le passage à l'acte, ou du moins ce qui était la croyance d'un possible passage à l'acte, qui s'est traduit par des délires. J'avais parlé du mythe du corps de sperme, je ne sais pas si vous vous souvenez. Lorsque le mythe de la détélomérisation de l'organisme, c'est-à-dire la déprogrammation du vieillissement. Alors qu'aujourd'hui, on est sur des choses beaucoup plus plausibles. Plutôt la reprogrammation. Puisqu'on s'est rendu compte que le télomère, il servait à quelque chose. Il servait à programmer la répartition optimale de l'énergie. C'est-à-dire qu'il fallait, au contraire, l'énergie dans l'organisme, à partir d'un certain âge, lorsqu'il perd un certain nombre de capacités, il valait mieux qu'il se focalise sur le fonctionnement du cœur que sur les cheveux. Mais aujourd'hui, on est sur la reprogrammation, donc sur des réoptimisations, à nouveau, des reconstructives. Donc immortalisation. Et quand on avait réfléchi ce qui avait ponctué au débat, au plausible et au désirable, on avait vu que finalement, les arguments habituellement avancés, l'argument démographique, si on est immortel, l'argument de la reproduction, comment on va se reproduire, ou l'argument de la nutrition, l'argument de l'ennui aussi, on va s'ennuyer, la perte de la tension, presque de la tension nerveuse, des espoirs, la perte d'originalité, tout ça, c'était globalement de faux arguments. Contre mauvaise fortune, bon cœur, dit-on habituellement. Ou plus habituellement dans la généalogie de la morale de Friedrich Nietzsche, transformer son incapacité en devoir. Quand on se sait ou quand on se croit incapable d'agir d'une certaine manière, on préfère dire que ça serait le devoir de tout le monde de se comporter comme ça. Comme ça évite la concurrence. Alors quand c'est une concurrence qui n'est même plus avec les autres, mais une concurrence qui est quasiment ontologique, presque avec soi-même, alors là on imagine à quel point ça devient grave. Mais on avait vu que néanmoins il y avait un problème. Mais que et c'était le dernier séminaire où on l'avait le plus développé. Ce problème n'était pas dans l'émergence d'une nouvelle espèce, qui serait une espèce supérieure qui fait peur à certains et que d'autres appellent de leur vœu. Mais dans l'abolition du concept même d'espèce. D'abord, on l'a vu, parce que s'il y a une perpétuation infinie, comment peut-on continuer à appeler ça une espèce? Mais ça serait encore le moindre des problèmes, parce qu'on pourrait dire c'est une espèce particulière qui continue à exister toujours. Mais ça va encore plus loin, parce que vous avez vu que pour qu'il y ait narration, pour qu'il y ait être, il faut qu'il y ait narration. Pour qu'il y ait conscience de soi, il faut qu'il y ait mise en scène avec autrui. Il faut qu'on puisse raconter quelque chose. Il faut qu'on puisse se mettre en scène, en un mot. Et pour qu'on puisse se mettre en scène,
il faut que les différents acteurs à la fois se distinguent, mais dans leur distinction, il faut qu'ils se ressemblent. C'est-à-dire que la condition même de la distinction, c'est la ressemblance. S'il n'y a pas une ressemblance minimale, on n'a aucun intérêt de se distinguer. C'est-à-dire qu'en gros, les bourgeois ou les aristocrates qui sont heureux d'être bourgeois ou aristocrates, ou les deux, aujourd'hui, qu'ils se distinguent, ils se distinguent parce qu'ils savent qu'ils font partie de la même espèce de ceux qu'ils méprisent ou ceux dont ils veulent se distinguer. S'il n'y avait pas donc ce minimum de ressemblance, s'il n'y avait pas ce minimum d'empathie et de sympathie, il ne pourrait pas y avoir d'antipathie non plus. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas y avoir même de jeu de rôle. Et même en le prononçant vite, il ne pourrait pas y avoir de jeu drôle. Il ne pourrait rien y avoir de marrant. Il n'y aurait aucun intérêt à anticiper. On pourrait dire qu'on se trouverait dans la situation du roman de Michel Tournier, Vendredi ou les Lames du Pacifique, où nous finirions par oublier jusqu'à notre existence. Non pas parce que nous serions sur une île, mais parce que chacun d'entre nous serait un Robinson Crusoe prisonnier de son île, à distance des autres. Je vous disais que ce n'est pas forcément de l'eau qu'il y a entre nous. C'est que si tout un chacun évolue dans une direction qui n'est pas une direction, qui est une direction, qui sont des directions tellement variables, tellement spécialisées en fonction des désirs de chacun, que un tel, je ne sais pas moi, il va ressembler à un joueur de tennis. Il y aura un joueur de tennis qui aura des bras de joueur de tennis, qui n'aura peut-être même plus des bras parce que c'est plus efficace de jouer sans bras peut-être au tennis, et de jouer autrement, et qu'au bout d'un moment, il va même y avoir la perte de repères esthétiques entre son voisin qui lui a choisi autre chose. Et progressivement, il n'y aura même pas de continuité avec des sous-espèces, puisque chacun pourra chaque fois rechoisir sans évolutions lentes. Ça veut donc dire que pour être acteur dans une pièce de théâtre, il faut une ressemblance minimale entre les acteurs, pour qu'on puisse établir un scénario. Vous avez même vu que même dans le théâtre, même dans la mythologie grecque, les dieux ressemblent aux hommes. Même, oui, mais ils ressemblent. C'est-à-dire que. Non, mais ils prennent, pas seulement qu'ils prennent la forme humaine. Si, les dieux aussi ressemblent aux hommes. Ils ressemblent aussi aux hommes. Non, ils ressemblent aussi aux hommes. Même dans l'Olympe, les dieux ressemblent aussi aux hommes. Quand ils sont dans l'Olympe, ils sont représentés d'une façon. Ils sont représentés d'une façon qui peut provoquer une empathie. C'est d'ailleurs effectivement ce qu'avaient reproché les épicuriens, en particulier Lucrèce aux dieux. Lucrèce étant c'est philosophe romain, mais qui avait pensé la mythologie grecque, puisque c'est dans la suite de l'épicurisme, il disait, mais les dieux, s'ils existent, ne peuvent pas nous ressembler du tout, donc c'est de la bêtise. Et donc critiquant justement les représentations humaines. Et en disant, s'ils nous ressemblaient, c'est-à-dire ils ne sont pas commensurables, et d'ailleurs, la remarque est intéressante, s'ils ne nous ressemblent pas, ils se moquent de nous. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'intéresser à nous, puisque pour pouvoir s'intéresser à autrui, il faut une représentation minimale. Un lien minimal, ne serait-ce qu'un œil, même pas un œil, quelque chose qui donne un sentiment, qu'il y a quelque chose, qu'il y a une représentation au sens théâtral du terme, que quelque chose est en train de se faire entre nous. Si ce quelque chose n'est pas en train de se faire entre nous, eh bien là, pour le coup, il y a vraiment risque, c'est-à-dire il y a dissolution de l'esthétique commune, d'une esthétique commune minimale, du rapport au beau, de l'érotisme, même au-delà de la reproduction sexuée. Je vous dis, ce n'est pas le problème, la reproduction sexuée, dans un certain sens. Parce qu'on pourrait très bien imaginer de nouvelles formes d'érotisme, d'une manière de reproduire ces sentiments, si ce n'est de se reproduire à travers des enfants, par un érotisme d'une autre nature. Mais là, ce n'est même pas qu'il y aurait blessure narcissique, c'est qu'il y aurait probablement une dissolution progressive de la narration, c'est-à-dire l'incapacité à se voir dans les yeux d'autrui, et donc à perdre la trace même de son existence. Donc à perdre la trace de tout scénario, de toute existence, le plus fort, probablement, sans même s'en rendre compte. Parce que la conscience de soi, je vous disais, c'est un hologramme. La conscience de soi, elle suppose la projection.
vis-à-vis d'autrui. Elle suppose ce rapport permanent à l'exhibition. Et donc, c'est ça qui me semblerait être le risque majeur. Le risque majeur, c'est pas seulement la dissolution du social, mais qui peut peut-être être évité. Non. Parce que ça peut être réfléchi, ça peut être pensé. Le risque majeur, ça ne me semblerait pas être une amélioration de l'espèce, être immortel, être ceci ou cela. Semblerait ne plus être, mais ne plus être du tout, en croyant perpétuer notre individualité, dissoudre ce qui faisait notre individualité. C'est-à-dire ce rapport tendu, fin, fragile entre la distinction et la ressemblance. Donc l'année prochaine, ça c'était la synthèse, l'année prochaine, bon, je le fais en très court, les perspectives, ça sera à la fois des perspectives métaphysiques, il y aura deux axes, un axe plus métaphysique et un axe plus pratique. L'axe métaphysique, ça sera un travail sur le virtuel et le réel. Donc qu'est-ce que c'est que l'information, qu'est-ce que c'est que le numérique, qu'est-ce que c'est par rapport à ça que la singularité, mais en le replaçant dans cette hypothèse-là. Qu'est-ce que j'appelle l'ontologie informationnelle? Ça sera aussi un travail sur toutes les justifications existantes qui sont essentiellement de trois ordres du refus de la perspective transhumaniste. Okay, vous vous souvenez, j'en avais parlé au tout début, mais je n'avais pas développé ce que j'appelle le refus néo-humaniste. Il faudrait préserver l'homme tel qu'il est, l'humain tel qu'il est aujourd'hui. C'est l'éthique palliative, si vous voulez, mais ça, on essaiera vraiment de le développer. Le refus naturaliste, c'est parce que ça serait la nature qui devrait rester comme ça. Alors évidemment, la stratégie de déreconstruction universelle ne fait pas très plaisir à ceux qui se veulent naturalistes, même s'il y a justement des écologistes transhumanistes. C'est ce qu'on verra aussi. Comment est-ce qu'ils peuvent se permettre d'être écologistes? Et enfin, le refus théologique. Même s'il y a une théologie transhumaniste et même une théologie chrétienne transhumaniste que j'avais très légèrement effleurée en parlant de Tripler, le physicien américain de l'université de Tulane. Mais en même temps, il y a aussi un refus théologique qui, au nom de la théologie, d'une certaine vision théologique, refuse l'évolution ou même l'implémentation, les stratégies d'hybridation, de transformation humaine. Et donc ça sera la partie plus métaphysique, on réfléchira à ça du point de vue théologico-métaphysique. Et l'autre partie, ça sera plus une partie pratique, au sens de ce qui justifie la pratique, ce que Kant appelait la raison pratique, donc le politique, l'économique et le social. Comment envisager un système politique? On étudiera en particulier James Hughes. Comment envisager une social-démocratie transhumaniste? Il y a une fidèle du séminaire qui m'a écrit tout à l'heure en me disant qu'elle ne pouvait pas venir parce qu'elle devait écrire une petite pige pour un journal sur un candidat britannique du parti transhumaniste dans une élection. Donc ça veut dire que ça commence, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, ben oui, même le principe d'égalité, transhumanistes pensent aujourd'hui l'égalité, le social, la démocratie, comment penser cela, le rapport à la pauvreté, à l'écologie, au sexe, au genre, au transgenre, à la multiplicité des genres, et même à la multiplication des genres. Et enfin, je donnerai une place particulière à un sujet qui me tient à cœur, c'est l'économique. Le sujet économique, et en particulier à l'intérieur de l'économique, sur le rapport au travail. Puisque qui dit technosciences déreconstructives et technosciences avec des objets décisionnels signifie que nous ne sommes même plus dans une transformation du marché du travail qui serait, si vous voulez, grosso modo ce qu'on avait envisagé dans la révolution industrielle, dans les suites de la révolution industrielle, dans les années 60, 70, 80, 90, etc. En disant, bon, les machines vont prendre notre travail, mais le travail productif, si c'est de la technoscience décisionnelle, c'est aussi le boulot des ingénieurs qui sera pris. Donc c'est tout autre chose. Ça veut dire qu'il faut réenvisager la production de richesse, qu'il faut réenvisager la distribution, qu'il faut réenvisager ce que c'est que le social, qu'il faut réenvisager ce qu'est même que travailler aujourd'hui. Et ça, c'est en fait le plus urgent. C'est le plus urgent et c'est ce qui nous touche directement au-delà de tous les rapports à l'idéologie transhumaniste. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes dans les sociétés qui sont à la fois les plus productives de la planète, les plus riches de la planète, mais en même temps où il y a le plus de chômage, et qu'on considère que le chômage, c'est la malédiction par excellence
Alors que moi, je voudrais vous expliquer que le chômage, c'est la bénédiction par excellence. Qu'il n'y a rien de mieux que le chômage. Sauf que, si on envisage notre rapport au chômage dans la gestion de la société telle qu'elle existait dans la mise en place du tissu industriel, c'est-à-dire que si on l'envisage comme si on était au 19e siècle, alors qu'on est au 21e siècle, évidemment, rien ne va plus, on crée plus d'inégalités, on crée des problèmes de redistribution et en plus, globalement, on s'appauvrit. Pas seulement du point de vue de l'égalité, du point de vue global, en plus, on s'appauvrit. On en arrive à des inepties totales, des inepties mais qui sont d'une telle bêtise, de dire les machines vont nous voler nos emplois. Sous prétexte qu'elles produisent plus de richesses, à notre service, on va dire c'est horrible. C'est quand même fascinant d'entendre ça aujourd'hui. Dans l'avenir, que va devenir l'emploi? Comme si l'emploi devenait en lui-même une richesse positive, alors que ce qui est la richesse, c'est pas le travail, le tripalium qui est l'instrument de torture. La richesse, c'est la capacité à se déterminer, c'est-à-dire la capacité à faire de sa vie une œuvre, donc à se raconter en soi et aussi à l'extérieur de soi par des productions qui nous font honneur, que nous aimons, que nous apprécions et que nous rendent heureux. Et c'est de cela aussi dont nous discuterons dans le nouveau rapport à la richesse. Nous devrons aborder la prochaine fois. Je vous remercie. Troisième phase, les questions et le débat, mais on n'aura peut-être pas tant de temps que ça. Merci pour votre assiduité durant cette année. J'espère que vous serez nombreux à revenir l'année prochaine. Oui. Tout n'est pas si exponentiel que ça, parce qu'on avait commencé avec des kilo-octets, on est arrivé au gigaoctet, et depuis qu'on a le gigaoctet, ça stagne. On est arrivé avec... C'est vrai. Exponentiel. Bien sûr. Alors, pourquoi ça stagne? Vous avez raison. Pourquoi ça stagne? Parce qu'effectivement, à un moment ou à un autre, c'est le rapport à la grosseur. C'est qu'à partir de... Parce qu'en fait, c'est la miniaturisation. Au bout d'un moment, lorsqu'on arrive avec les nanotechnologies à un niveau, le plus bas niveau possible, ça stagne. Alors l'espoir des scientifiques et de ceux qui se veulent transhumanistes, c'est de dire qu'avec l'ordinateur quantique et l'introduction de l'incertitude, on dépasse, y compris le rapport à l'enregistrement des informations. Non mais même pas ça, c'est que quand vous avez un téraoctet si vous perdez tous vos téraoctets, vous avez tout perdu. Donc il vaut mieux avoir plusieurs fois un téraoctet qu'avoir 10 téraoctets, 100 téraoctets ou 1000 téraoctets. Oui. À un moment donné, ça Mais c'est vrai qu'il est probable, pour l'instant, enfin, en tout cas, il semble qu'on ait atteint, en l'état actuel de la capacité à emmagasiner de l'information, qu'on ait atteint, on soit proche des limites. Mais pourquoi? Par un truc très simple, je vous dis, si vous perdez... Mais j'ai compris ce que vous avez dit, vous avez compris? Il y a même la loi de mort. Comment? La loi de mort est quand même bien appliquée depuis... Pour l'instant, mais la loi de mort, elle est fondée, elle ne tient pas compte de cette limite. En fait. La loi de mort, elle ne tient pas compte de la limite de la matérialité elle-même. Parce que qu'est-ce que c'est que l'information? À la fin, on utilise des objets, mais dès qu'on arrive au niveau le plus minuscule, vraiment au nano-objet, mais à la fin, pof, il y a une limite. Alors comment on fait? On ne peut pas mettre plus que la structure même. Alors, je vous dis, et c'est là où les scientifiques comptent sur la mécanique quantique, où ça ne serait plus de la matière en tant que telle. Et à ce moment-là, on sort même du rapport qu'on a aujourd'hui dans des systèmes de conservation des informations qui sont encore binaires, des combinaisons qui sont binaires. Et aussi, un artiste de maintenant est en admiration devant des œuvres d'art d'il y a 30 000 ans. Vous avez déjà entendu des artistes parler de la grotte de Chauvet, par exemple, disant qu'ils n'avaient jamais rien vu d'aussi beau. Oui. Ça a 30 000 ans. Oui, bien sûr. Donc vous voyez qu'il y a une asymptote aussi. Ah oui, vous voulez dire oui. Ben c'est aussi non, mais alors ça on peut le discuter parce que on est aussi impressionné par ça fait partie de la narration, c'est-à-dire qu'on est admiratif du fait. Quand vous les entendez parler, ils vous disent ils ont réussi à mettre les formes juste au niveau des formes de la grotte, etc. Parce que aussi, lorsqu'on optimise un certain nombre de capacités, en même temps on en perd un certain nombre d'autres. Je prends un exemple, par exemple avec les habits. On s'habille d'une certaine manière, on arrive à faire des choses plus rapides, plus efficaces, mais en même temps on perd
la capacité à coudre de façon, d'une certaine façon. La qualité de la vie. Avant, un avis, ça durait 10 ans, maintenant, au bout de 3 semaines, vous jetez. Ah ben c'est sûr qu'il y a une accélération là pour le coup. Il y a une asymptote. Ah, il y a une accélération de la vitesse d'usage. Oui. Qu'est-ce que vous dites par rapport aux nanotechnologies, c'est le pire et le meilleur qui vous est présenté. Ça fait partie du XXIe siècle, mais il y a tout un tas d'applications. Ah oui, même par pas. rapport à l'écologie, Oui, tout à fait. Nanofiltres. Tout à fait. Tout un tas. Ben, oui, oui, moi c'est ce que j'appelle, vous vous souvenez, je ne sais pas si vous étiez là, peut-être c'était au premier semestre, je parlais de la politique de la station d'épuration. Et je disais qu'il y a un transhumanisme écologique qui tend à utiliser même les nanotechnologies pour réduire notre consommation d'énergie. À utiliser même, pas seulement les nanotechnologies, mais les transformations organiques. Par exemple, rendre la pupille plus sensible à des lumières moins intenses pour utiliser moins d'électricité. Ou même manipuler les hormones de croissance pour grandir moins et donc utiliser moins d'énergie aussi. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut rire de certaines de ces idées, mais en tout cas, ce n'est pas univoque. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, c'est une manière de dire, en tout cas, on n'est pas limité. Une des caractéristiques des transhumanistes, c'est qu'ils ne s'estiment pas limités par une structure qui devrait se perpétuer. Que ce soit dans le sens de la progression technoscientifique ou que ce soit dans la préservation de certains équilibres écologiques. Ils disent, mais de toute façon, on s'en fout de l'humain, on peut le réduire, on peut faire une série de choses pour que ça soit plus adapté et qu'on maintienne un certain équilibre si on en a besoin. Alors j'ai une question. Ça s'appelle Future of Life. Institute. Et c'est Research Priority for Robust and Beneficial Artificial Intelligence and Open Net. Donc c'est une lettre ouverte qui a été écrite par 200 scientifiques, je crois, et qui... Oui, il y a Stephen Hawking qui l'a signé. Essaye de prévoir les évolutions de l'intelligence artificielle en mettant en garde et en même temps donnant des conseils sur certaines directions de recherche. Et je voudrais savoir quelle est la position des transhumanistes sur cette lettre ouverte. Ah ben, d'après ce qui me semble, cette lettre ouverte, elle est caractéristique de notre période où on a un certain nombre de gens. Oui, je réponds. Qu'est-ce qu'il y a? On a un certain nombre de gens qui, dans les années 90, début des années 2000, étaient anti-transhumanistes, et à côté de ça, on avait des transhumanistes. Depuis le milieu des années 2000, non mais je vous réponds, c'est pas dans le truc là. Depuis le début, non, je vous dis, je sais pas. Depuis le milieu des années 2000, on a des synthèses qui s'effectuent. Par exemple, The Future of Life Institute, c'est un institut où dedans vous avez des gens qui sont des éthiciens classiques, qui trouvent la technoscience suspecte, et puis de notre côté, vous allez avoir des gens qui au contraire trouvent ça absolument génial et qui sont dans une optique transhumaniste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut de moins en moins dire tel individu est transhumaniste ou il n'est pas transhumaniste. Donc, moi, ce que je sais de cette lettre ouverte, c'est une lettre qui va plutôt dans le sens du transhumanisme. C'est-à-dire qui va plutôt dans le sens, par exemple, l'idée que l'intelligence artificielle peut être un bénéfice pour l'humanité. Oui, voilà. Parce que ça donne des directions tout à fait, recherche. Tout à fait, exactement. C'est ce que je veux dire, c'est c'est-à-dire que ça a été mis à jour le 23 janvier 2015. Oui. Donc c'est ça que j'ai sous les yeux. Oui. Et en fait, c'est donner des directions de recherche en croyant qu'il est possible d'éviter certaines choses et d'aller vers d'autres. Tout à fait. C'est ce que je vous dis. Ça me pose un problème. Il y a toute une série de think tanks. Il y a toute une série de think tanks, de Future of Life Institute, et puis sur l'Institut sur les technologies de l'avenir. Mais il y en a aux États-Unis beaucoup, il y en a à Oxford, il y en a à Cambridge qui est très important aussi. Il y en a une trentaine, une quarantaine dans le monde aujourd'hui. Au Japon, il y en a pas mal. Il n'y en a pas en France. En France, on trouve que c'est de la science-fiction, donc on n'est pas trop... En tout cas, dans le système de recherche publique. Et ces instituts fonctionnent comme des think tanks qui essayent de réfléchir en gros, quoi ? À la convergence NBIC, à la convergence Bain. C'est à ça qu'ils réfléchissent. Voilà. Et ils essayent de dire, voilà ce qu'il faudrait faire, voilà ce qu'il ne faudrait pas faire, là on devrait plutôt aller dans cette direction. Mais en gros, on pourrait dire que c'est une nouvelle phase, je trouve, le fait que ces think tanks existent, puisque jadis on avait, je vous dis, d'un côté les transhumanistes, de l'autre côté ceux qui disaient c'est horrible, et aujourd'hui on a des gens qui se rencontrent dans ces think tanks, et quand même en gros c'est à l'avantage des transhumanistes. C'est-à-dire à l'avantage, mais en même temps, le transhumanisme s'est adouci entre-temps. Il est devenu social-démocrate, comme dirait James Hughes. Oui, entre-temps, il s'est adouci.
Alors que jusque-là, il y avait un transhumanisme ultra-libertarien et individualiste qui aujourd'hui, au départ, était majoritaire, aujourd'hui est plutôt minoritaire. Donc qui est radical, vraiment, dans l'idée sélection. C'était comment ça s'appelle ce film là Bienvenue à Gattaca. Il y a quand même quelque chose de transhumaniste avec l'idée, sélection, des gens qui sont sélectionnés en fonction de leur niveau, de ce qu'ils sont, et éventuellement on peut les augmenter. Il y a moins la notion d'augmentation, mais elle est un peu implicite, elle n'est pas visible. Il y a quand même une notion d'optimisation. Oui, voilà, c'est d'optimisation. Mais ça va moins loin que le transhumanisme. On n'est pas encore dans la... Si, un petit peu, mais pas tant que ça, dans la technoscience déreconstructive, qui déconstruit même le substrat environnemental. Le frère de Julian, Aldos, qui était le meilleur des mondes. Comment? Allez-y, oui. Le frère de Julian Huxley, Aldos Huxley, qui a été le meilleur des mondes, qui a un peu donné Gattaca. Oui. Aldous Huxley, Brave New World. Julian, c'est lui qui a inventé le mot transhumanisme d'ailleurs. Julian Huxley. Si tu étais venu au premier séminaire, tu le saurais. C'est lui qui l'a employé. C'était un humaniste, il travaillait dans l'humanitaire et des choses comme ça. Donc c'est il était biologiste aussi. Ouais. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vous avoue, finalement j'ai duré plus longtemps que ce que je pensais, en définitive, donc ça me va. Et j'espère que ça vous a plu quand même, que vous étiez contents, heureux d'être là, et que vous reviendrez en deuxième partie.